Bonjour, bienvenue à cette conférence web. Mon nom est Philippe Voyer. Le titre de la conférence, Parcours de l'aîné atteint de problèmes cognitifs et ses proches, bâtir des ponts pour éviter les transitions et favoriser le mieux-être. Cette conférence est en fait un extrait de la conférence que j'ai prononcée le 11 avril à Lévis, le 11 avril 2019, dans le cadre d'un colloque organisé par le Point en santé. Alors, j'ai eu quand même beaucoup de réactions suivant cette conférence-là, réactions positives, heureusement, et des demandes de répéter cette conférence-là, mais je trouve que le meilleur moyen pour moi de diffuser à plus large échelle le contenu de cette conférence, c'est en fait de la présenter ici dans la chaîne YouTube et de la rendre accessible donc au maximum de personnes. En fait, cette conférence comprend différentes propositions, mais qui suivent une certaine logique. C'est pour ça que ce n'est pas une capsule web qui sont plus courtes. Pour ça, j'en ai fait une conférence web parce que c'est plus long, parce que le sujet est un peu plus, sans être complexe, demande certaines étapes pour arriver à comprendre les propositions. Alors, il faut faire des constats. Ça, c'est la première chose qui est importante. Alors, on se l'a dit depuis plusieurs années, la population est vieillissante. Alors, si elle est vieillissante, elle est aussi grandissante en termes de nombre d'individus. Alors, il faut s'attendre qu'il y a des besoins en croissance. Alors, si on regarde en fait ici au niveau de la pyramide des âges que tout le monde connaît bien, lorsqu'on parle de l'effet des baby boomers sur la population québécoise, en fait, on voit par exemple de 1970 à 2050, au niveau des femmes et des hommes, bien, la proportion de personnes qui ont 80 ans, vous voyez la croissance 1970, 2010 et 2050. Et cette répartition-là, quand vous voyez les chiffres ici, c'est par centaines de mille. Donc, on voit qu'il y a une proportion très grandissante de femmes âgées et également d'hommes âgés, particulièrement dans le groupe des 80 ans. Vous allez voir, je fais un focus sur le groupe des 80 ans parce que non seulement il y a un vieillissement de la population, mais en fait, on dit que la population est aussi de plus en plus vieille. C'est ce qui fait en sorte que c'est cette strate-là des 80 ans et plus qu'en nombre absolu, on va avoir de plus en plus de personnes. Si on regarde le nombre de personnes âgées de 75 ans, on passe quand même de 547 000 à 1,4 million. Donc, lorsqu'on regarde le nombre absolu, là, on peut envisager qu'il est impossible que tout reste pareil si on passe de 547 000 à 1,4 million. Donc, ça, c'est entre 2010 et 2050. Ici, vous avez un autre graphique produit par Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec, en fait, dans lequel on voit les projections de 2016 à 2061. Lorsqu'on regarde la proportion de personnes de 65 à 74 ans, en fait, on ne constate pas vraiment une augmentation importante du nombre d'individus parce qu'en fait, déjà en 2016, les gens qui atteignent l'âge de 65 ans, c'est une majorité, très forte majorité de la population. Mais ce qui se passe, c'est que les gens vivent de plus en plus vieux. Alors, c'est pour ça que ce qu'on observe, c'est une croissance, encore une fois, des 85 ans et plus. On observe une croissance aussi chez les 75 à 84 ans, mais elle est beaucoup plus spectaculaire chez les gens de 85 ans et plus. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est le groupe qui a évidemment le plus de problèmes de santé, de multimorbidité. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, les gens qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, si on pense aux gens de 65 à 69 ans, bien, en fait, c'est moins de 1% qui est atteint de troubles neurocognitifs majeurs. Si on regarde, c'est les 75 à 79 ans, encore là, c'est un petit peu en bas de 6%. Alors, souvent, on entend des gens de 60 ans, début soixantaine, qui oublient quelque chose puis ils se disent hey, « je fais-tu de l'Alzheimer? » Je pense qu'il faut se calmer. Ce n'est pas le groupe le plus atteint, c'est vraiment lorsqu'on regarde les 85 ans et plus, où est-ce qu'on est près du quart des individus qui présentent des troubles neurocognitifs majeurs. Et là, c'est là que lorsqu'on fait l'addition entre l'effet synergique entre le vieillissement de la population, les gens de 85 ans et plus, et les gens atteints de troubles neurocognitifs majeurs, bien c'est certain que là, il va y avoir de plus en plus de personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs. En fait, les données qu'on a au niveau du Québec entre 2011 et 2041, c'est qu'en fait, on va passer de 107 000 personnes atteintes à 309 000 personnes atteintes. Donc,
encore une fois, selon moi, il est naïf de penser qu'on peut presque tripler le nombre d'individus atteints de troubles neurocognitifs majeurs, puis penser que il n'y aura aucun impact sur le système de santé ou sur tous nos systèmes publics d'infrastructure ou autres. Durant cette même période récente-là, de 2009 à 2015, il y a quand même eu une réduction de places en CHSLD disponibles au niveau du Québec. Alors déjà, ces gens-là n'ont pas disparu. En fait, ces gens-là existent encore, les personnes avec troubles neurocognitifs majeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un nombre important qui est à domicile. Il faut savoir qu'il y a plus de 14 000 personnes qui ont un isosmaf de 10 à 14. Ils n'ont pas tous des troubles neurocognitifs majeurs, mais ils ont un isosmaf de 10 à 14 qui vivent à domicile. Donc, évidemment, ces personnes-là ont besoin de soins à domicile importants pour pouvoir préserver leur autonomie, une bonne qualité de vie. Donc, ces gens-là, s'ils ne sont pas dans un CHSLD ou autre, bien, ils doivent être quelque part. Donc, une forte proportion va être à domicile. Ce qui fait que les gens qui vont être admis en CHSLD, évidemment, bien, ils vont avoir un niveau de perte d'autonomie plus grand. Et c'est ce qu'on a observé. En fait, il y a une augmentation de 5% au cours des 3 dernières années des personnes qui sont admises avec un isosmaf de 10 à 14 dans les centres d'hébergement. Donc, lorsqu'on dit que c'est de plus en plus lourd en centre d'hébergement, c'est vrai. Et si en diminuant les lits, on pensait que les gens n'existeraient plus, en fait, non, ils existent encore, ils sont à domicile. Il y a aussi ce qu'on appelle également le domicile, mais qui est dans des résidences privées pour aînés. Bien, eux, ce secteur-là a réagi évidemment aux besoins croissants de ce groupe-là. Si vous regardez le graphique que vous avez sous les yeux, en fait, les places qui sont en bleu, c'est le nombre de places qu'on dit des services standards, qui est davantage des personnes âgées autonomes qui vivent en résidence. Donc, on voit quand même une certaine stagnation du nombre de places de ce type-là. Par contre, en rouge, c'est les places avec soins assidus. Donc, on donne des soins d'assistance aux personnes qui récupèrent leurs conditions. Eh bien, ça, il y a une croissance. Et cette croissance-là s'explique évidemment par moins de places en centre d'hébergement et les niveaux de soins alternatifs, les NSA également. Donc, on cherche un endroit puisque le retour à domicile est compromis. Si on regarde le statu quo dans notre façon d'accompagner les personnes âgées avec troubles neurocognitifs ou encore avec perte d'autonomie sévère, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, il y a la chaire de recherche Industrie Alliance sur les enjeux économiques et des changements démographiques, qui est pilotée par l'Université Laval et l'UQAM, a justement fait des projections sur l'utilisation et les coûts de l'hébergement avec soins de longue durée au Québec. Alors, ce qu'on observe, en fait, c'est le nombre d'individus en milliers ici que vous avez là, qui sont en institution si on continue à fonctionner de la même manière. Donc, on passe ici en 2010, vous voyez la croissance en 2030 et en 2050. Donc, le nombre de lits par millier de personnes, vous comprenez qu'il y a une croissance qui est assez forte si on regarde le statu quo. Dans cette étude-là, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont examiné différents scénarios. Si, par exemple, on trouvait un médicament qui pourrait faire diminuer l'incidence des troubles neurocognitifs majeurs, par exemple. Ils ont également examiné en disant, bien, écoutez, on va essayer de voir si, finalement, l'espérance de vie, ça cessait de s'améliorer. Quel serait l'impact? Donc, parce que là, actuellement, la mortalité, notre espérance de vie est toujours en croissance. Alors, ils ont examiné différents scénarios pour voir si on pouvait avoir espoir que la pression serait moins importante sur le système de santé et sur l'économie québécoise. Alors, les conclusions de cette étude, qui est accessible sur Internet, c'est que les besoins d'hébergement vont doubler entre 2006 et 2031. Si rien ne change, les besoins de place en hébergement vont passer de 75 000 à 196 000 en 2050. Ici, on parle des places en CHSLD, en ARI et les places en RPA avec soins assidus. Donc, pour répondre à cette demande-là, on va avoir besoin de 3045 nouvelles places par année pendant 40 ans. Donc, à chaque année, il va falloir créer ce nombre de places-là. Le coût, eux, vont passer de 3,2 à 8,4 milliards en dollars constants, ce qui apparaît insoutenable. Donc, ces économistes, démographes qui regardent les données disent, écoutez, ce modèle-là, la manière qu'on accompagne les personnes, en fait, économiquement, ça va être insoutenable. Ce qui est important de voir, c'est que les chercheurs, ils ont mis un coût fixe de l'hébergement à 42 000 $ par année,
Vous allez voir tantôt que les coûts sont nettement supérieurs à ça. Et d'ailleurs, ils l'admettent qu'ils ont sous-estimé les coûts dans leur rapport. Et l'autre élément, c'est que le coût d'hébergement, ils n'ont pas augmenté avec les années. Donc, on a toujours gardé le même coût d'hébergement entre 2010 et 2050. Donc, en fait, sans même avoir besoin d'aller peaufiner les analyses, puis de faire une croissance des coûts et un ajustement adéquat du prix de l'hébergement, en faisant ces deux variables-là, en les gardant fixes, malgré ça, le coût est trop élevé, est insoutenable économiquement pour la province de Québec au niveau du nombre de places à offrir. Donc, c'est quand même un constat qui est important à faire et à accepter parce que c'est ça qui va nous pousser à devoir voir les choses différemment et innover. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que actuellement, le gouvernement souhaite créer 2600 places dans les maisons des aînés. Mais si on regarde sur un mandat de 4 ans, 2600 places, alors qu'on regarde les projections, si on regarde le statu quo, si on n'intensifie pas les soins à domicile, ça n'améliore pas notre service. En fait, on était à 12 000 places que ça nous aurait pris. Donc, on va se faire rattraper. La pression n'ira pas en diminuant. Donc, les conclusions de l'étude, c'est de dire, écoutez, si la pénurie de places s'accroît, les personnes ayant des besoins d'être institutionnalisées devront soit se tourner vers le privé, et là, il y a des enjeux économiques de payer les mensualités des services privés, ou s'en aller vers l'hôpital, puis ça va avoir des effets aussi d'encombrer des lits d'hôpitaux. Puis là, ça va avoir des impacts sur les ressources finalement pour les services de soins de santé aigus. Alors, toujours la même chaire de recherche, eux se sont intéressés cette fois-ci au coût, dans le fond, les changements démographiques, mais avec le coût au niveau hospitalier. Alors, chose intéressante, on a pu savoir combien ça coûte une journée d'hospitalisation en moyenne dans les hôpitaux du Québec. Alors, c'est 1702,28 $ par jour d'hospitalisation. Donc, au Québec, on a en moyenne 1459 usagers NSA par jour, les niveaux de soins alternatifs, donc des personnes qui n'ont plus besoin d'occuper un lit d'hôpital parce que leurs conditions requerraient davantage d'un retour à domicile ou encore dans une RPA ou encore dans une ressource intermédiaire ou encore dans un CHSLD. Mais ils n'ont plus besoin des services de niveau d'intensité offert à l'hôpital. Alors, quel est le coût d'un lit comme ça par 30 jours? C'est 51 000. Et quel est le coût mensuel pour les 1459? Donc, ça coûte 74 millions au gouvernement du Québec. Et le coût annuel de ça, c'est près de 1 milliard. Donc, ça, évidemment, lorsque plus on hésite à créer des lits ou à intensifier les soins à domicile pour que les gens puissent retourner à domicile, puis, en fait, ce qu'on ne note pas, c'est l'impact énorme sur, les gens qui ne peuvent pas être hospitalisés parce qu'il y a un lit occupé. Ils ne peuvent pas avoir leur chirurgie élective parce qu'encore là, les lits sont bloqués. Mais évidemment, il y a des coûts financiers énormes également associés à ça. Lorsqu'on parle de soutien à domicile, en fait, les soins à domicile sont très importants dans les solutions à long terme pour accompagner la personne en perte d'autonomie et la personne âgée aussi avec troubles neurocognitifs majeurs. Or, ce qu'on constate actuellement, malgré les investissements qui sont faits, on voit que c'est insuffisant parce qu'actuellement, le total de personnes qui sont en attente de soins à domicile, on parle de 32 183 personnes en date du 10 novembre 2018. Donc, l'intensité des soins à domicile pour répondre aux besoins des gens, actuellement, c'est trop faible, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont, comme on le dit, arriver dans les hôpitaux ou encore qui vont arriver de façon plus rapide, soit en ressources intermédiaires, en RPA avec service ou encore en CHSLD. Il faut porter attention particulièrement à la clientèle avec troubles neurocognitifs majeurs parce qu'en fait, on a des études maintenant qui ont évalué les coûts associés à la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs et les impacts, évidemment, sur les proches aidants et l'absentéisme et ainsi de suite qui s'est occasionné. Parce qu'une personne qui a des troubles neurocognitifs majeurs, évidemment, c'est pas comme une personne insuffisante cardiaque qu'on peut laisser seule à la maison. Le proche aidant, il y a des impacts plus importants. Si bien que ces chercheurs ont examiné les coûts, dans le fond, d'une perte d'autonomie, d'une certaine maladie chronique, mais en présence ou en absence de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on observe en termes de coûts entre les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou pas, vous les voyez à la base, mettons en 2010, une personne
qui a un même niveau de perte d'autonomie, mais sans la maladie d'Alzheimer, ben, le coût, ici c'est en argent américain, était de 18 374 dollars annuellement. Mais si la personne est atteinte de troubles comme la maladie d'Alzheimer, ben, en fait, c'est 71 000. Et ces coûts-là, lorsqu'on les regarde en 2030, 2050 et ainsi de suite, bien, il y a une croissance importante parce que justement, dans cette étude-là, les économistes ont par contre fait des projections avec l'inflation et ainsi de suite des services. Donc, on a des gens qui ont 85 ans et plus qui est en forte croissance et c'est le groupe qui est le plus atteint de troubles neurocognitifs majeurs et c'est un groupe qui offre une pression au niveau du système de santé et une pression fiscale pour les contribuables québécois importante. Donc, il est important de comprendre ces enjeux-là pour avoir une certaine motivation à faire les choses différemment. Donc, le constat numéro 1, que j'espère vous avoir convaincu, c'est que sur le plan quantitatif, le statu quo est intenable. Il semble bien que dire qu'on continue business as usual, puis tout va bien aller, puis il va y avoir des places pour tout le monde, puis les gens vont avoir des soins à domicile, etc. Actuellement, on a déjà de la difficulté à répondre aux besoins à la hauteur des attentes de la population. Un autre élément qui fait partie de l'argumentaire, c'est toute la question des proches aidants. Les proches aidants, des personnes atteintes de problèmes cognitifs, ce n'est pas un concours ici entre les proches aidants, c'est les données scientifiques qu'on a. Ce qu'on constate, c'est que la détresse psychologique est très importante chez les personnes qui prennent soin d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Comprenez que si vous êtes un proche aidant d'une personne qui est MPOC ou encore qui est insuffisant cardiaque, vous êtes à domicile, vous êtes le conjoint ou la conjointe, et bien le conjoint qui est insuffisant cardiaque, quand il se réveille la nuit, la personne malade, ben, elle ne réveillera pas sa conjointe ou son conjoint pour dire « viens m'aider » et ainsi de suite, parce que bien évidemment, ils ont tous encore leur jugement, leur fonction cognitive, alors ce qui fait en sorte que bien, ils vont laisser le proche aidant dormir pour se reposer. Donc, il y a quand même une intensité, il y a plein de données scientifiques sur les impacts sur la santé de la personne qui est proche aidant à la base. Mais lorsqu'on est avec une personne qui a des troubles cognitifs, bien là, il s'ajoute à ça l'atteinte au niveau du jugement, les aspects en lien avec la sécurité, le fait que ça va être 24h/7, qu'on a un 15% qui ont des inversions de cycle veille-sommeil, ce qui va venir compromettre grandement la qualité du sommeil du proche aidant. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le proche aidant d'une personne qui a un trouble neurocognitif majeur, on devrait y porter attention parce qu'il est beaucoup plus à risque d'avoir les effets néfastes d'assumer le rôle de proche aidant. Donc, on comprend, on a une littérature aussi qui nous indique qu'être proche aidant, c'est valorisant, ça garde une proximité avec son proche, etc., c'est satisfaisant. Mais il y a aussi une littérature qu'on ne peut pas ignorer qui démontre que la santé des proches aidants, en fait, ils sont plus à risque de dépression. Ils ont une baisse au niveau de la qualité de vie. On voit qu'ils ont un risque suicidaire plus élevé. En fait, leur taux de mortalité est plus élevé et ça, c'est observable sur 4 ans. Sur seulement 4 ans, on est capable de voir les impacts sur la santé des gens. Donc, les proches aidants, ce rôle-là, il faut se l'admettre, ce n'est pas un rôle qu'on choisit, mais c'est un rôle qu'on va devoir assumer à peu près tout le monde et c'est un rôle qui a des conséquences. Donc, le constat numéro 2, les proches aidants ont besoin de plus de soutien. Et qui sont les proches aidants? Bien, si on reprend le slogan de l'appui, bien, en fait, nous serons tous proches aidants, tôt ou tard ou à peu près. Toujours dans notre perspective d'amener certains argumentaires pour se questionner sur devrait-on revoir notre système, l'améliorer. En fait, il y a aussi notre système de santé pour la clientèle, pour toutes les clientèles, mais qui a particulièrement un impact négatif pour la clientèle avec troubles cognitifs, c'est les transitions. En fait, les transitions, ici, on parle des déménagements multiples. Au Québec, on est un des modèles uniques au monde qui impose plusieurs transitions. Et lorsqu'on parle de transition, c'est qu'une personne va passer de son domicile à une résidence privée pour personnes âgées. Après ça, il va passer à la résidence privée pour personnes âgées avec soins, donc à l'unité de soins où il va changer l'RPA tout simplement. Ensuite de ça, il arrive à un niveau de perte d'autonomie, on va l'envoyer en ressources intermédiaires et le CHSLD. Donc, ce n'est pas toutes les aînés, évidemment, qui font ce cheminement-là, mais notre construction de notre système est comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs,
on a des données démographiques, épidémiologiques, qui nous permettent déjà de savoir combien de personnes vont être atteintes. On est aussi en mesure de savoir qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer, en fait, son état ne stagne pas. Même chose pour corps de lit, oui, même chose pour vasculaire, même chose pour frontotemporal. Ce sont des maladies dont notre capacité à prédire le futur de ces personnes-là est très élevée en termes de perte cognitive et de perte d'autonomie. On sait par exemple qu'ils vont perdre environ 3 points au mini-examen de l'état mental par année. Ils vont perdre environ 5 points au SMAF par année. Donc, on est en mesure, en termes de santé publique, de savoir que finalement, si je l'envoie en résidence personne âgée, c'est sûr que tantôt il va avoir besoin de soins, c'est sûr que tantôt il va avoir besoin de ressources intermédiaires, c'est sûr que tantôt il va avoir besoin de CHSLD. Nous, notre façon de faire actuellement, c'est qu'on déplace le patient ou le résident pour que les ressources autour puissent lui donner des soins. Mais il y a peut-être une manière différente de voir les choses. Donc, ce qu'il faut constater, puis accepter, puis dire, il faudrait peut-être revoir notre façon de faire, c'est que le Québec est vraiment le plus gros producteur mondial de la transition parce que l'aspect RPA, RSPA avec soins, RI et CHSLD, il n'y a pas autant d'étapes comme ça dans les autres pays du monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces transitions-là ont des impacts. Ils ont des impacts, entre autres, sur l'utilisation des ressources professionnelles, parce qu'à chaque fois qu'on fait des transitions, c'est des multiples évaluations, c'est de la communication, il y a donc des impacts en termes d'utiliser de façon non efficiente nos ressources. Ce qu'on sait également, c'est que plusieurs problèmes de continuité, donc la qualité des soins souvent va se détériorer pendant une certaine période à chacune de ces transitions-là. Ce qu'on sait également, c'est qu'on augmente le risque de délirium. En fait, on sait que juste le changement d'une chambre à l'autre dans un milieu hospitalier augmente le risque de délirium. Ce qu'on sait également, c'est que ça augmente les risques de perte d'autonomie à chacune de ces transitions-là. Donc, finalement, notre personne vulnérable, à chaque fois qu'on la transfère de milieu, c'est au détriment de sa santé et ça vient affecter également l'efficacité de notre système. L'autre chose qu'on sait également, c'est qu'il y a 20% de réadmission dans les 30 jours et on a aussi associé un niveau de mortalité plus élevé en lien avec les transitions. Donc, ce n'est pas vraiment d'imposer des transitions. Ça devrait pas être notre système ne devrait pas être bâti pour produire des transitions, mais devrait plutôt tenter de les éviter. Alors, le constat numéro 3, c'est que notre système de santé impose des transitions qui entraînent des conséquences négatives. Alors, quelles sont les solutions? Parce que tracer les enjeux, les problèmes, probablement que ceux qui visionnent cette vidéo-là, vous savez déjà tout ça. Donc, vous n'avez pas appris grand-chose, mais il faut se le répéter. Il est important de se le répéter parce que ça devrait nous motiver à changer. Donc, il faut rehausser les soins à domicile. Et là, il faut vraiment mettre le paquet à ce niveau-là parce que l'impact pour la clientèle de vivre à domicile, sur leur autonomie et ainsi de suite, est démontré. Et c'est souvent un choix qui est exprimé par les personnes malades et leurs proches. Pour ce qui est des aînés atteints d'Alzheimer, ils se trouvent rapidement en hébergement. Donc, on voit déjà au Québec, là, les gens qui se retrouvent en RPA, c'est 18% versus 9% dans les autres provinces canadiennes. Mon expérience, j'ai fait une tournée du Québec là, pour le ministère de la Santé et des Services sociaux l'année dernière. Et c'était justement pour examiner tout ce qui était le soutien à domicile et pour la clientèle Alzheimer. Et ce qu'on observait un petit peu, ce que les gens me communiquaient, c'était qu'ils disaient qu'ils trouvaient qu'il était quand même rapide sur la notion de dire, dès qu'on voit un certain niveau d'agitation, de difficulté du proche aidant avec sa personne qui a maladie d'Alzheimer à domicile, on est rapide à dire, écoutez, je pense que vous devriez là, placer votre proche parce que vous ne pouvez pas le garder à domicile. Évidemment, ça va être vrai dans plusieurs cas, mais si on voit que nous, on est à 18% et les autres provinces sont à 9%, on devrait se questionner aussi sur est-ce qu'on a suffisamment un système qui accompagne bien les personnes à domicile, les proches aidants et les personnes atteintes également. Et là-dessus, il y aura des solutions qu'on pourra peut-être envisager. Donc, comment on peut favoriser le maintien à domicile? Bien, on peut aller s'inspirer de qu'est-ce qu'ils nous disent les proches. Les proches aidants, il y a des études qui ont été faites, vraiment, des études internationales, qui ont été voir les proches aidants pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous avez besoin? Les proches aidants d'une personne qui a des troubles cognitifs. Ils disent, écoutez, on aimerait ça avoir des services flexibles,
personnalisé, diversifié, disponible rapidement lors d'une demande, des services professionnels et communautaires mieux intégrés, et le coût est souvent une barrière aussi à l'accès à des services de santé et services sociaux. Donc, c'était ce qui était exprimé au niveau des proches aidants qui étaient interviewés. Donc, si on parle de services diversifiés, on veut dire des services à domicile, des services en institution, de différentes formes aussi, pas seulement de soins de santé, mais des services sociaux, occupationnels, loisirs et ainsi de suite. Lorsqu'on parle de disponible rapidement, bien, si on veut un répit, bien, il ne faudrait pas devoir le planifier un mois à l'avance. Est-ce qu'on est capable de l'avoir rapidement et ainsi de suite. Alors, d'ailleurs, tout récemment, il y a eu des situations assez dramatiques qui arrivent au Québec par rapport aux proches aidants, des proches aidants justement de personnes Alzheimer, qui lancent un cri du cœur, puis justement, ils disent, écoutez, ça prend une aide financière parce que de s'occuper d'une personne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis de ne pas être en mesure d'aller travailler, on n'a pas de salaire. Donc, vous comprenez que ça, c'est une autre raison également que les gens vont penser au placement si finalement le sacrifice pour être un proche aidant, ce n'est pas seulement sur sa santé, sa vie sociale, mais c'est aussi économique. Alors d'ailleurs, au Québec, Francine Ducharme a fait aussi un même type d'évaluation pour connaître quels étaient les besoins des personnes, des familles proches aidants. En résumé, ils voulaient avoir davantage d'informations sur les services disponibles. Ça, à ce sujet-là, je peux vous dire que déjà en 2009, dans le plan Alzheimer, on suggérait d'avoir un guichet plus unique des centres Alzheimer qui ferait en sorte qu'une personne va appeler là, puis va avoir les services regroupés, autant des sociétés d'Alzheimer que des services publics, que des services privés, que de l'appui et ainsi de suite. Parce qu'il existe énormément de services disponibles, mais actuellement ne sont pas toujours utilisés à leur plein potentiel. Il mentionnait aussi d'avoir besoin d'aide financière, de préserver la vie et valoriser la personne atteinte de la maladie, de l'aide face à la détresse psychologique, et il aimerait aussi avoir des services plus adaptés. Donc finalement, ça vient quand même corroborer la méta-analyse internationale. Donc une chose qu'on peut évidemment recommander, c'est tous les services de centres de jour. Les centres de jour au Québec, actuellement, c'est des centres de jour. Il n'y a pas de centre à d'autres moments de soir ou de nuit. La majorité des milieux n'offrent pas de centres de jour les fins de semaine. Certains centres de jour vont exclure des personnes avec troubles cognitifs, particulièrement s'ils ont de l'agitation puis qui commencent à déranger le déroulement des journées. Alors que les centres de jour, on a des études qui nous démontrent qu'ils ont pour effet, chez les aînés avec troubles cognitifs, d'augmenter la qualité de vie, de ralentir la perte cognitive, de préserver l'autonomie, de diminuer la fréquence des SCPD et l'usage des psychotropes. Chez les aînés fragiles qui vont dans les centres de jour, ça diminue les hospitalisations, les admissions en CHSLD et le taux de mortalité. Puis pour les proches aidants, ça diminue le fardeau puis ça accroît le bien-être psychologique. Donc finalement, un centre de jour, ça a des effets scientifiques démontrés. Pourtant, on a au Québec beaucoup de centres de jour qui ont des listes d'attente, donc ne sont pas en mesure de répondre à tous les besoins. Donc il y a de l'investissement à faire à cet endroit-là. Et malheureusement, souvent, on va en plus limité à une journée au centre de jour par semaine, alors qu'il y a des gens qui pourraient en bénéficier de plus qu'une fois par semaine. L'autre chose importante aussi, c'est l'impact ici de la solitude. Cette étude-là, qui est faite sur un échantillon de plus de 15 000 personnes quand même, ils ont évalué l'impact de la solitude sur l'admission à CHSLD. Là, ce qu'il faut savoir, ils ont contrôlé pour plusieurs variables confondantes en lien avec l'état de santé. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que la solitude explique près de 20% des demandes en CHSLD. Donc, la solitude est brisée justement par les centres de jour. Donc là, si on veut diminuer le nombre d'admissions en hébergement, bien, les centres de jour, l'intensification des services à domicile sont très importants à cet égard. À ce sujet-là, on peut s'inspirer de la Suisse qui a justement mis sur pied, par exemple ici, un centre que je suis allé visiter, dans lequel ils vont offrir des soins à domicile, des logements protégés, des centres de jour, de soir, de nuit et d'hébergement, il y a ce qu'on appelle les EMS, pour la même clientèle. Donc, on va avoir des gens qui, dans une semaine, pourront avoir 2 journées au centre de jour, une fois au centre de soir, un répit, par exemple, pour une nuit, et ils répètent comme ça à chaque semaine. Alors, ces personnes-là
en fait, vont rester à domicile, mais vont avoir des services qui vont faire en sorte que, il me racontait lors de ma visite des cas justement de personnes qui n'auront jamais été admis finalement en un hébergement, en EMS, parce qu'ils auront eu un accompagnement très personnalisé. En France, on voit apparaître également des nouveaux modèles dans lesquels on va avoir des blocs appartements, mais qui incluent également des unités Alzheimer. Moi, j'en ai visité une dans laquelle, au rez-de-chaussée, on avait une unité pour de la clientèle avec troubles cognitifs qui avance jusqu'à la fin de la maladie, mais que les étages supérieurs de l'édifice, ce sont des appartements. Alors, c'est vraiment une intégration communautaire qui est exemplaire, qui est très intéressante. On voit également dans laquelle, en France, qui ont bonifié beaucoup l'accompagnement de nuit à domicile pour de la clientèle Alzheimer également. Donc, on voit des modèles là, qui s'adaptent pour favoriser le maintien à domicile. Donc, la deuxième solution, en fait, c'est qu'il faut en faire plus pour les proches aidants. Il faut augmenter l'offre des centres de jour et revoir le concept même du centre de jour. Donc, à cet égard-là, je trouve ça intéressant parce que j'ai parlé à quelques fois à des gens en leur disant, ben écoute, le centre de jour, il faudrait permettre aux gens de venir plus qu'une fois par semaine. Il faudrait l'offrir 7 jours sur 7, de jour et de soir. Et bizarrement, on me dit, ah non, Philippe, on l'a déjà essayé, il n'y a pas de besoin pour ça. Le soir, on n'a pas de besoin. Les week-ends non plus. Les proches aidants, mais je trouvais intéressant, en fait, le hasard a voulu qu'à une soirée, je sois assis à côté du directeur de la QDR Chicoutimi, et pour lequel ils ont, eux, mis en place un centre d'accompagnement, 7 jours sur 7, jour et soir, pour leur clientèle en perte d'autonomie et particulièrement celle avec troubles cognitifs. Et ça fait plusieurs années, là, ça fait 8-9 ans, là, si je me souviens bien, que c'était implanté. Et finalement, c'est un service qui roule à haut régime. Toutes les places sont occupées. En fait, ils sont toujours en recherche de financement pour offrir davantage de services parce que, oui, les gens utilisent le centre de jour, de l'accompagnement de jour et de soir. Et également, ils offrent l'accompagnement à domicile. Donc, quand même, je trouve ça intéressant que ce centre, cette organisation-là, qui n'est pas finalement dans son mandat premier d'offrir des services de répit, le fait parce qu'il est collé aux besoins de sa population, puis finalement, on voit que ça atteint la cible. Lorsque j'ai accompagné également Humanité à Québec avec la Société d'Alzheimer, qui est partie prenante de leur centre d'accompagnement, on a justement mis sur pied un centre d'accompagnement de jour, de soir, de répit, avec également des activités à domicile. Et il y a des gens qui prennent des services des week-ends, des familles par exemple, qui vont au chalet avec leur père, qui disent écoutez, moi, ça fait longtemps que je voulais retourner au chalet avec mon père, mais on avait peur, comment ça allait se passer. Mais finalement, avec un accompagnant, du centre d'accompagnement d'Humanité, bien, la personne elle a pu aller à son chalet un week-end avec la famille. On a des gens qui viennent dans des services un, 2 jours et ainsi de suite. Donc finalement, on voit que le besoin est là chez les gens. Donc la troisième solution, c'est que pour les aînés atteints de maladies d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs, il faut éviter les transitions. Alors, comme je l'ai dit tantôt, comme on sait le fait que les personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, on est en mesure de prédire l'évolution clinique de ces personnes-là, bien pourquoi qu'on leur impose des transitions, puis pourquoi on ne voit pas plutôt la façon d'offrir un milieu de vie à ces gens-là, qui c'est plutôt évolutif. Donc, on modifierait l'intensité des services autour de la personne selon ses besoins. Alors, quelles devraient être les caractéristiques d'un tel milieu? Puis avant que j'aille vers la prochaine diapo, j'ai un petit flash. Peut-être juste aller voir la vidéo que j'ai faite dans les capsules web sur l'Havre du Lac. L'Havre du Lac est un exemple justement d'un milieu au Québec, à Sainte-Félicité, qui modifie l'intensité des services avec le service à domicile pour maintenir les gens dans un milieu de vie là, évolutif. Alors, on continue. Donc, quelles sont les données scientifiques? En fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est que les milieux de vie qu'on offre aux personnes âgées, on peut les améliorer. Hein? Puis là, ici, l'objectif, c'est pas de faire une critique des gens qui travaillent dans les CHSLD, les gens qui bâtissent les ressources intermédiaires ou les CHSLD ou autres. C'est tout simplement de dire, écoutez, il y a des données scientifiques qui ont évolué, qui nous poussent à revoir le modèle. Comme on le fait, par exemple, actuellement, moi, j'ai la chance d'être dans un projet de recherche qu'on va évaluer les cliniques des aînés à Québec, dans lequel, finalement, on fait de l'hospitalisation à domicile. Alors, qu'on n'entend aucune critique de ce modèle-là, juste des louanges, mais c'est la même chose, c'est qu'on est en train de revoir le modèle hospitalier pour les clientèles vulnérables.
Parce qu'on se dit, ben, d'être dans un lit d'hôpital 24 heures sur 24 de certaines clientèles, c'est pas bénéfique pour cette clientèle-là. Mais pour la clientèle Alzheimer, on sait que, dans le fond, lorsqu'on offre un milieu de vie qui est plus un apparence résidentiel avec des chambres personnalisées, que ça diminue l'agressivité, l'agitation, les illusions. Lorsqu'on camoufle les sorties, ça diminue les symptômes dépressifs. Les aires communes, ça augmente ça diminue en fait le retrait social, ça augmente les interactions sociales. En fait, on sait ça depuis 2003. Ce qui est surprenant, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des grosses constructions qui se font en 2019 avec des longs corridors de type hospitalier pour de la clientèle avec troubles cognitifs. Parce qu'en fait, et ce n'est pas l'objet de cette présentation, cette conférence web-là, parce qu'elle sera encore beaucoup trop longue, déjà qu'elle est quand même assez longue. Si vous êtes toujours là, je vous remercie. En fait, on a beaucoup d'études qui ont clairement démontré que le modèle d'une approche plus résidentielle en termes de décoration et tout, des espaces de vie différents que des longs corridors et tout, amenait davantage de bénéfices pour la clientèle, particulièrement pour la clientèle avec troubles cognitifs. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, j'ai visité plusieurs milieux Alzheimer. Évidemment, le fameux village Alzheimer aux Pays-Bas. Mais il faut savoir qu'il en existe en France. Il y a des modèles très novateurs qui existent également en Suisse, qui existent en Italie. Il y a les greenhouses américains qui existent aux États-Unis. Donc, il existe plusieurs modèles. Modèles autrichiens très ouverts sur la liberté des gens, qui nous ont montré que finalement, on pouvait faire les choses différemment en termes d'accompagnement de la clientèle avec troubles cognitifs. Puis au Québec, on a quand même des modèles intéressants, comme je disais tantôt, Havre-du-Lac, Carpe Diem, Maison l'Étincelle, la Maison Mémoire du Cœur également, qui est à Saint-Charles-Borromée. Ce sont tous des modèles qui ont démontré qu'on pouvait offrir un accompagnement différent, qui est plus intégré en termes de soins de santé et accompagnement humanisé de la personne dans un environnement plus adapté. Donc, les modèles, pourquoi il existe tous ces modèles-là, que ce soit les villages Alzheimer aux Pays-Bas, en France, comme je le disais, en Italie, en Tasmanie, ici, c'est à Adélaïde, une autre place en Australie. Vous avez ici aux États-Unis, vous avez un autre endroit ici aux États-Unis également. Vous avez maintenant en Colombie-Britannique un nouveau modèle également qui a été construit de village Alzheimer. C'est parce qu'en fait, tous ces modèles-là démontrent qu'on est en mesure, en appliquant les données scientifiques dans l'architecture, le design, les programmes qualité de vie, les programmes de soins qui sont mis en place, la dotation évolutive et ainsi de suite, d'obtenir de meilleurs résultats chez la clientèle, mais aussi, surtout, que ça l'empêche de faire des transitions. Donc, on évite de changer de place la personne selon l'évolution de sa maladie. Au Québec, on a des modèles évolutifs aussi qui ont été créés, que j'ai eu la chance de participer. Le modèle de la maison L'Étincelle, qui est un milieu de vie pour 10 personnes âgées avec troubles cognitifs, dans lequel il y a une dotation évolutive, une collaboration avec le service de soutien à domicile, avec le SADEGU, qui fait en sorte que les personnes peuvent évoluer dans leur maladie sans changer de milieu, en ayant l'aide du soutien à domicile et même pouvoir arriver à terminer ses jours dans ce milieu de vie-là, qui est en fait une RPA avec soins en tant que tel. Ça demande la collaboration, autant des gens de la RPA que des services publics, pour le plus grand bénéfice finalement de la personne atteinte et de les proches. À Québec, un modèle aussi a été fait avec Humanité, qui a encore la même vision d'un modèle évolutif, donc pour la clientèle avec troubles cognitifs, dans lequel on a un milieu de vie qui est ici, vous voyez l'espace de vie, c'est très inspiré des modèles greenhouse américains qui ont fait leurs preuves, sont rendus à plus de 150 maisons greenhouse aux États-Unis, qui montrent qu'on est en mesure de garder dans un même milieu de vie les personnes qui ont des troubles cognitifs, mais encore là, en faisant un partenariat entre les résidences et les CIS et les CIUS, donc les services publics, au plus grand bénéfice, évidemment, de la clientèle avec troubles cognitifs. Donc, on reproduit un milieu de vie qui est plus normalisé au niveau des maisonnées, mais également avec des espaces communs qui vont faire en sorte que les gens vont participer à différentes activités puis ils vont préserver finalement une meilleure qualité de vie. Et évidemment, lorsque j'ai présenté ça le 11 avril, les gens avaient évidemment des questionnements. Oui, c'est bien beau ça, mais comment qu'on fait pour se payer ça? Parce que souvent, lorsque les gens voient soit la Maison L'Étincelle ou encore Humanité,
les gens vont dire, écoutez, ça coûte trop cher, on ne doit pas avoir les moyens de faire ça. Donc, moi, j'ai fait un exercice, j'ai réuni des individus, autant du secteur public que privé, puis on a dit, bien, on va établir c'est quoi les coûts. Moi, je voulais en avoir comme chercheur, comme universitaire, je voulais en avoir le cœur net. C'est quoi le coût d'un centre d'hébergement versus une ressource intermédiaire versus un centre comme Humanité, par exemple, ou la Maison de l'Étincelle. Et là, en tenant compte de l'ensemble des coûts, autant en tenant compte des crédits d'impôt, les coûts des professionnels de la santé, les coûts des infrastructures, les coûts d'immobilisation, évidemment, de l'architecture et ainsi de suite. Alors, j'ai eu le très, très grand privilège que ces gens-là me prêtent toute leur expertise pour sortir les chiffres. Et là, les chiffres qu'on a, ce n'est pas des estimés. Ce n'est pas voici comment ça pourrait coûter, etc. C'est exactement le coût de ces milieux-là. Donc, ici, vous avez les tableaux résumés qui est en fait le tableau Excel des prix comparatifs. Parce que souvent, ce que les gens vont confondre, c'est le coût pour l'usager versus le coût du produit d'hébergement. Parce que c'est ça qu'il faut distinguer, particulièrement pour le gouvernement, parce que le gouvernement, s'il se dit, ben moi, si je voulais créer un centre comme Humanité, mais finalement, est-ce que j'en ai les moyens pour le bénéfice, par exemple, de la population? Mais regardez, si on regarde le coût d'un service tel qu'un centre Alzheimer en tant que tel, bien, vous voyez ici le coût qui est demandé, en fait, puis le coût demandé à l'usager est ici. Puis vous avez, puis là, on a on a enlevé le crédit d'impôt. Puis on a donc la proportion assumée par l'usager, 83% du coût, 16% pour le coût payé avec le crédit d'impôt. Donc, qui est assumé, si on veut, par le gouvernement. Et ici, les 2%, les 1,7%, dans le fond, c'est les coûts réels qui proviennent des services de soutien à domicile parce qu'on a calculé les nombres de visites en ayant toutes les données provinciales, des nombres de visites pour la clientèle équivalente à domicile en tenant compte de la durée des visites. Alors, vous voyez que le coût du produit en tant que tel, bien, vous l'avez ici. C'est ça le coût. Alors, évidemment, les gens, quand ils voient 5416 ou 5200, bien évidemment, ça fait des coûts qui sont très élevés, puis on se dit, on ne peut pas payer ça, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'usager doit assumer 88, 86, 87% du coût. Donc, c'est un coût très élevé à payer par l'usager. Mais si on prend l'ISOSMAF 10, parce que lui, il peut se trouver dans les différents milieux, fait que c'est une bonne base de comparaison. Si on regarde le coût d'une RI, ce qui est payé par le public, en fait, là, on va arriver avec un coût de 4116 par individu. Si on regarde ici le coût, vous avez encore là les coûts comparatifs. Donc, le coût du produit ressources intermédiaires est en fait inférieur à ce qu'on voit ici en ce qui a trait à Humanité. Et là, pour l'usager, en fait, ce que l'usager paie, il assume 23%, 22%, 21%, et ainsi de suite. Et l'État va assumer 76, 77%. Donc, on a presque l'inverse de ce qui est assumé par le public et ce qui est assumé par l'individu. Ce qui a trait à la différence également, c'est qu'ici, les gens entrent dans ce milieu de vie-là, ils vont se rendre jusqu'au bout. Ce qui arrive avec les ressources intermédiaires, les gens vont souvent, la clientèle visée, ça va être la clientèle 5, ISOSMAF 5 à ISOSMAF 9 qu'on va retrouver là. Et finalement, on va imposer par la suite souvent une transition, à moins de certains profils qu'on est capable de garder un petit peu plus longtemps. Lorsqu'on regarde les CHSLD publics, on parle juste de l'opération, en fait, ce sont nos CHSLD privés conventionnés. Les CHSLD privés conventionnés, on donne un per diem. Bien, si on regarde le coût de ce CHSLD privé conventionné-là, bien, ici, on va parler de 7 337 $. Donc ça, le 7 337 $, c'est le prix par mois, par résident d'un tel coût. Donc là, ici, on se retrouve avec un coût qui est inférieur à ce qu'on retrouve à Humanité, même si on inclut les services professionnels du SAD. Donc, mais là, ici, l'usager va assumer 20% et l'État va assumer 80%. Lorsqu'on regarde un CHSLD public, donc un CHSLD public et dont le bâtiment est à payer et qui est amorti sur 20 ans, et encore là, ce ne sont pas des estimés, ce sont des vrais produits d'hébergement qui existent au Québec en ce moment, bien, vous avez le coût ici. En fait, le coût il devient de 8 304 $ par résident par mois. Donc ça, c'est le coût que le Québec paie
pour ces CHSLD versus lorsqu'on regarde le coût ici pour un centre comme par exemple un centre Alzheimer, un centre comme Humanité si on veut. Si on continue notre analyse, ici il y a des centres d'hébergement publics au Québec qui sont amortis sur 15 ans et non 20 ans. Alors le coût à ce moment-là va être de 8 600 $ par mois. On a aussi au Québec des CHSLD publics avec ce qu'on appelle des bails locatifs de 15 ans. Actuellement, au Québec, on a des centres d'hébergement donc qui coûtent 9 827 $ par mois par résident. Finalement, il existe des projets novateurs aussi qui ont été mis en place au Québec avec des enveloppes spéciales. Puis le coût de ces modèles-là, c'est de 8 005 $ par mois par résident. Si on regarde les services de soutien à domicile pour la clientèle Alzheimer, entre autres, bien, vous voyez les coûts. Donc, l'argent qui est versé en termes de services pour la clientèle Alzheimer à domicile, on parle de 349 $, 618 $, 714 $, 568 et ainsi de suite. Donc, on voit quand même une certaine forme d'iniquité que je vous dirais importante au Québec, c'est-à-dire si vous avez une perte d'autonomie équivalente à un ISO-SMAF 10, vous recevez de l'État, même si vous êtes contribuable, vous avez payé des taxes toute votre vie, l'équivalent d'une aide de 568 $. Mais si vous êtes en centre d'hébergement, vous avez une aide équivalente, si on veut, entre du produit 8 000 ou si vous préférez, on va dire le 7 000 qui est le coût d'État moyen, le 7 091 $. Donc, il y a un écart majeur. On voit actuellement dans la manière de financer la perte d'autonomie que c'est comme si on favorisait l'hébergement en termes d'aide financière. Alors, le système de santé, pour moi, actuellement, pour la clientèle Alzheimer, ce qu'on sait avec les modèles évolutifs, c'est qu'il est inéquitable parce qu'on a plus de 14 000 usagers qui ont des ISO-SMAF de 10 à 14 et qui ont quelle aide? Ils ont une aide, une bagatelle par rapport à leurs besoins et c'est leur proche aidant qui en paie le prix. Évidemment, il y a de l'aide qui provient des organismes communautaires, mais les organismes communautaires, ils font leur possible. Et ça, les organismes communautaires, c'est une ressource qui n'est pas suffisamment bien intégrée avec le système de santé québécois parce que c'est comme ces deux réseaux parallèles souvent. Et bien, en fait, ces deux réseaux-là devraient travailler davantage main dans la main. Mais actuellement, ces réseaux-là doivent, par exemple, aller chercher de l'aide, demander de la charité, faire des levées de fonds. Alors, ils dévient de leur service premier d'offrir des services pour faire des levées de fonds, alors que ça devrait être un service essentiel fourni par l'État. Je connais des situations au Québec où est-ce qu'il y a des sociétés d'Alzheimer qui ont demandé est-ce qu'à un CIS ou un CIUS, pourriez-vous me prêter un local pour que je fasse un centre de jour, puis ils se sont fait répondre non. Alors pour moi, je vois que c'est comme si l'aspect des chiffres, c'est pas bien compris par tout le monde, puis la collaboration n'est pas au niveau qu'elle devrait être aujourd'hui. Il y a des sociétés d'Alzheimer qui font des levées de fonds en ce moment, qui consacrent énormément d'énergie, qui font affaire avec des firmes pour aller lever des montants de plus de 2 millions de dollars pour créer des centres de jour, alors que c'est un service essentiel. On devrait leur donner davantage de moyens. Ils ont l'expertise, mais la situation, c'est qu'ils veulent offrir un service essentiel et on leur donne peu de moyens, peu d'aide. Et en plus, avec le financement qu'ils ont, ils ne sont même pas capables de payer à la juste valeur leurs professionnels, leurs intervenants qui œuvrent là. C'est des gens très dévoués. Et je pense que le Québec ne soutient pas assez les organismes communautaires qui sont une force majeure pour le service de soutien à domicile, les centres de jour, et ainsi de suite. Donc, si on regarde, comme je le disais tantôt, en fait, on voit ici là, tout de suite le modèle de CHSLD le plus commun, c'est le modèle novateur pour 20 ans. En tout cas, c'est ce que je pense qu'on va aller avec les maisons des aînés. Mais on voit là qu'on a des écarts importants sur le plan économique. Alors, comment qu'on peut faire pour aider ces personnes-là? Il y a eu un rapport qui a été déposé en mars 2019 par le Conference Board of Canada qui a justement s'est intéressé aux mesures d'aide pour les aînés et les proches aidants. Et leur conclusion, ce n'est pas les miennes, c'est un copier-coller de leur rapport. Eux, ils disent, écoutez, les crédits d'impôt actuellement, là, ils ont 3 désavantages majeurs. C'est qu'ils sont inéquitables, hein, ils sont sous-utilisés, puis leur couverture est insuffisante. Donc, en fin de compte,
Il y a une minorité de gens qui peuvent les utiliser, puis c'est inéquitable parce que c'est juste ceux qui peuvent s'en payer qui ont le crédit d'impôt. Et malgré ça, c'est sous-utilisé, puis ça ne répond pas à l'ensemble des besoins de la population. Et ces trois constats-là qui sont sévères sont à l'état actuel des choses ici. Si on regarde les projections avec les années à venir, l'écart finalement entre les besoins des gens et le revenu disponible par ménage, l'écart va seulement s'agrandir, va seulement croître. Donc la situation, s'il n'y a pas une modification, eh bien, ça va être au détriment des aînés, de leurs proches, et également des services de santé parce qu'évidemment, les gens ne pourront pas rester à domicile. C'est pour ça que d'ailleurs que les gens du Conference Board du Canada ont dit, écoutez, si on regarde le statu quo, en fait, puisque les besoins vont aller en croissance, les coûts vont aller en croissance, bien finalement, la proportion d'aide qui va arriver par le gouvernement fédéral va décroître. Donc finalement, même si on ne bouge pas, il y a une situation d'inéquité qui va apparaître plus le temps avance. Ils ont dit si on en fait un crédit remboursable, donc les gens vont pouvoir en faire la demande, peu importe leur revenu, ça augmente immédiatement l'aide qu'on peut offrir, mais quand même en pourcentage de remboursement des dépenses privées, ça demeure minime. Puis avec les années, comme il y a l'inflation des coûts, on va avoir une réduction. Alors c'est pour ça qu'ils disent écoutez, le crédit d'impôt non remboursable, vous pouvez le garder, sauf qu'on devrait mettre sur pied une allocation canadienne pour aînés et proches aidants qui devrait couvrir 50% finalement des dépenses que la personne a là pour répondre à ses besoins puis favoriser le maintien à domicile. Alors évidemment, cette notion d'allocation-là est très intéressante parce qu'elle va directement offrir de l'aide à l'individu qui peut, lui, à ce moment-là, utiliser cette aide financière-là pour répondre à ses besoins parce qu'il est le mieux placé avec le proche aidant pour savoir quels sont ses besoins. D'ailleurs, un modèle basé sur les besoins des individus et le niveau de dépendance est un modèle qui est déjà implanté en France. Alors, c'est pour ça qu'on a réfléchi à dire, bien, c'est une chose de faire une critique, c'en est une autre de faire des constats. Pouvons-nous offrir une solution aux gens pour favoriser une réflexion? Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que on n'a pas la prétention de dire que c'est la solution pour le Québec, c'est la meilleure chose. Par contre, c'est tout simplement de dire, bien, écoutez, le statu quo est inacceptable, est-ce qu'il y a une manière différente de voir les choses? Toujours avec ces généreuses personnes, j'ai travaillé avec eux sur différents scénarios d'allocation pour finalement favoriser le maintien à domicile chez les personnes par finalement une capacité financière plus grande à recevoir des services. Et ça ferait en sorte que, par exemple, une société Alzheimer qui voudrait ouvrir un nouveau centre de jour, ben, pourrait le faire avant même d'avoir fait sa levée de fonds parce que les gens qui en ressentent le besoin pourraient finalement aller se payer ces services-là au niveau de son centre de jour. Il y a des sociétés d'Alzheimer au Québec qui ont des résidences pour personnes âgées. Bien, en fait, ils doivent appliquer sur des RI et ainsi de suite, mais avec une allocation, ils pourraient décider finalement que les gens paient parce qu'ils offrent des bons services. Carpe Diem, par exemple, qui est aussi un modèle reconnu internationalement à Trois-Rivières, doit faire des levées de fonds également. Donc, une allocation à l'individu, selon son niveau de perte d'autonomie, pourrait donner des ailes, si on veut, aux gens dans leur capacité à prendre des services. Et ça permettrait également aussi à des milieux d'hébergement, que ce soit la maison Mémoire du Cœur, que ce soit la maison Écho du Cœur à Beauport, que ce soit différents types de modèles, de dire, écoutez, les gens vont pouvoir se payer ces services-là pour être dans un milieu de vie le plus longtemps possible et peut-être éviter un centre d'hébergement. Puis avec la dotation qui est en centre d'hébergement, bien, ça va être les gens qui sont les plus lourds qui vont se retrouver là, puisque de toute façon, c'est là qu'on retrouve le plus de professionnels de la santé. Donc, on s'est amusé en disant, OK, si, mettons, on a une allocation d'une personne qui a le trouble cognitif, qui a une ISOSMAF de 1, puis on donne une allocation de 225 $, puis là, on augmente l'allocation, ainsi de suite, puis cette personne-là choisissait de vivre dans une RPA avec service, puis vous avez un coût ici de la RPA, vous avez les services professionnels, vous avez l'allocation, bien finalement, ça réduirait de beaucoup le coût qui est à payer par mois. Mais là, le gouvernement, par exemple, pour un ISOSMAF de 10,
qui donnerait 2500 $ à cette année-là, qu'il utiliserait par exemple pour payer ses mensualités, bien, ce 2500 $-là, parce que là, vous vous souvenez, il faut créer, c'est pas qu'on va fermer des CHSLD, là. Il faut créer 3000 nouvelles places par année. On sait que c'est insoutenable économiquement avec le modèle actuel. Donc, si on regarde avec, mettons, 2500 $ par mois pour un ISOSMAF à 10, puis cette personne-là, ben finalement, ça, c'est un investissement de 30 000 $. Fait qu'on est même en bas de la projection qui était une sous-estimation selon les économistes et démographes du rapport qu'on vous ai présenté tantôt, qui était à 42 000 la place d'hébergement. Mais pour le gouvernement, on retrouve à faire finalement, à coûter moins cher pour une personne qui va vivre dans un autre milieu. Mais il reste que lui, ça va lui coûter quand même assez cher. Mais si on compare à créer une place en RI ou avec un privé conventionné ou avec un 20 ans, un 15 ans, et ainsi de suite, bien finalement, par résident, par mois, le gouvernement va faire des économies de 606 $ par résident par mois à 5 700 $ par résident par mois avec une allocation de ce type-là. Mais on a continué un peu à s'amuser en se disant, OK, peut-être que ce montant-là est encore trop élevé pour une tranche importante de la population. Donc, si, par exemple, on augmente l'allocation, ce qui fait qu'un ISOSMAF 3, par exemple, qui a 1100 $ par mois, bien, peut-être qu'il va s'en payer des centres de jour, des centres de soir, puis du répit à domicile. Vous comprenez le levier que ça vient donner ici pour le proche aidant et ainsi de suite. Puis si on regarde, mettons, pour la personne qui choisirait de vivre dans un milieu de vie, un RPA, par exemple, privé, ou une maison Écho du Cœur, ou encore la maison Carpe Diem, une maison communautaire gérée par la Société d'Alzheimer qu'on va retrouver à Longueuil ou autre, mais finalement, lui, cette personne-là, d'ISOSMAF 10, elle a 3 200 $ qu'elle reçoit en allocation. Donc, il lui reste à payer 2 151 $ par mois. Puis pour le gouvernement, d'avoir donné une allocation comme ça, puis de l'avoir évité de créer une place en CHSLD, par exemple, bien, il y a encore des économies de 2 500 $ à 5 000 $ par résident par mois. Ça demeure 93 $ plus cher par contre qu'une RI, sauf qu'il faut se rappeler, le modèle d'RI, lui, impose des transitions. Fait que pour une clientèle Alzheimer qui va en RI, il va falloir qu'il se retrouve en CHSLD. Fait que c'est pour ça que le comparatif doit se faire particulièrement de l'ISOSMAF 5 à 9, oui 10 un peu, mais il y a des économies à ce moment-là lorsqu'on parle des autres niveaux. Finalement, si les gens disent non, on veut, comme en CHSLD, que le maximum, là, on le fixe à 1800 $. Une personne ne devrait jamais, une personne en perte d'autonomie, une personne avec trouble neurocognitif majeur, ne devrait jamais payer plus que 1800 $ finalement par mois. Donc là, ça vient augmenter considérablement l'allocation qui est donnée à l'individu par mois. Mais malgré ça, lorsqu'on regarde, si on ne se compare pas avec la RI, parce que la RI, encore là, vous voyez que ici, ça va coûter un petit peu plus cher, mais on impose une transition avec les coûts qu'on n'a pas estimés, les coûts de transition sur l'individu, la famille, le déménagement et les ressources professionnelles dans la gestion de tout ça. Mais si on regarde au centre d'hébergement, parce que normalement, la RI, il va falloir qu'il quitte le milieu de toute manière, bien, on voit encore là qu'un milieu Alzheimer optimal, comme l'élite mondiale, bien finalement, ça coûte moins cher par mois, par résident. Il y a des économies importantes qui sont à faire par le gouvernement. Donc, l'allocation en tant que telle, c'est une allocation qui donnerait des ailes à tous les acteurs impliqués dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Parce qu'il faut comprendre ici, il faut vraiment prendre une posture de citoyen québécois, puis de se dire, on va avoir beaucoup de personnes âgées en perte d'autonomie, une forte proportion avec des problèmes cognitifs. Il ne faut pas se séparer, il ne faut pas travailler en silo, il ne faut pas se faire compétition entre nous. Il faut davantage travailler en synergie ensemble de la manière la plus efficace comme citoyen québécois, puis dire, bien, il faut que les ressources du public, communautaire et du privé travaillent ensemble pour donner le meilleur service possible à la clientèle pour faire face aux défis du vieillissement. Plus on est inactif, moins on bouge, plus on garde le statu quo, ben c'est nous qui allons en payer le prix. Plus on bouge rapidement, ben en fait, évidemment, plus tous les citoyens vont en bénéficier rapidement. Donc,
Lorsqu'on parle d'une allocation, si on était pour mettre ça, vous avez juste à aller voir sur les plateformes de l'appui, puis vous écrivez de l'aide aux aînés ou autres. Vous allez voir qu'il y a des organismes, là, rapidement on tombe avec 106 organismes qui demandent de l'aide financière finalement, qui consacrent des demandes de subventions, qui font des rapports et ainsi de suite, tout ça pour donner de l'aide. Alors on a une inertie qu'on impose au système qui n'est pas en mesure de donner de l'aide parce qu'on les oblige à faire de la paperasse. Et ça, bien, on ne pourra pas se payer ce luxe-là dans une situation de pénurie de main-d'œuvre et d'une grande demande de services. Ensuite de ça, on a des choses particulières dans le réseau dans lesquelles on a nos ESSAD qui finalement ont des aides financières qui sont faites pour faire le lavage à domicile, faire les repas, etc. Mais si l'ESSAD veut offrir des services d'accompagnement, parce qu'il l'offre, par exemple pour des bains ou autres, bien ça, il n'y a aucune aide financière qui est faite et l'ESSAD doit charger cela aux résidents, aux patients qui étaient à domicile en tant que tel. Donc, il est assez particulier qu'on donne de l'aide financière, on finance, on subventionne le ménage par les ESSAD, mais pas l'aide plus au niveau des soins d'assistance. Lorsque j'ai fait cette présentation-là, le 11 avril, j'avais quand même hâte de voir la réaction des gens parce que c'est quand même audacieux. Hein? L'objectif ici, c'est pas de dire que le public fait pas bien son travail ou que le communautaire est meilleur ou que le privé est meilleur. C'est de dire, j'ai fait un certain cheminement, certaines analyses, j'ai participé à différents projets qui m'ont amené à voir que bien, finalement, il y a moyen de faire différemment. D'avoir une gamme de services plus étendue, communautaire, privé adapté avec la clientèle Alzheimer, public, ARI, CHSLD, Maison des aînés. En fait, c'est qu'il faut étendre cette gamme-là le plus possible pour que finalement, il y ait le service à la population qui ait lieu, puis qu'on ait le moins de souffrance possible chez les personnes atteintes, chez leurs proches aidants également. Si bien que j'ai quand même été particulièrement satisfait de la réponse suivant cette conférence-là du 11 avril, dans laquelle, particulièrement les organismes communautaires que j'avais sous-estimé comment effectivement ils considèrent qu'ils perdent énormément de temps dans les levées de fonds, dans la paperasse, qu'ils se sentent en silo, d'un réseau comme parallèle au service public, alors qu'ils veulent simplement offrir un service essentiel comme l'ensemble du gouvernement, parce que le gouvernement, il finance autant les services communautaires que les services publics. Alors, en conclusion, ma conclusion à moi à ce stade-ci, c'est de dire que le statu quo m'apparaît inacceptable qualitativement. C'est-à-dire qu'on offre encore des milieux de vie qui ne sont pas adaptés à la clientèle avec troubles neurocognitifs majeurs, alors qu'on a les données scientifiques qui nous disent depuis 2003 qu'il faut faire les choses différemment. Donc, on impose des transitions à des populations, on connaît les impacts. Honnêtement, c'est pas défendable de dire non, ce qu'on fait, c'est parfait. On se comprend, les individus qui travaillent dans ces milieux-là. Écoutez, j'ai fait le projet Vitrine au Faubourg et tout ça à Sainte-Monique. Je suis impliqué dans les CHSLD depuis le début des années 2000. J'ai écrit le premier livre. Je ne suis pas là pour dénigrer le service public. C'est juste que on voit que, écoutez, il faut s'arrimer à ce qui se fait de mieux à l'international. Puis il faut s'arrimer aux données scientifiques. L'autre élément qui est plus récent pour moi, c'est d'avoir constaté le fait que économiquement, ça ne fonctionne pas, le modèle du statu quo. Et il faut donc trouver des modèles plus efficients de donner des services. Puis ce qui arrive, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'il y a moyen de faire mieux avec un financement différemment. Et quand je parlais de l'allocation tantôt, vous pourrez aller voir les modèles qui existent d'aide avec des assurances autres européens. Puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que il existe plusieurs pays finalement qui utilisent un tel modèle. Pas directement toujours d'allocation comme je le fais là. Des fois, ça passe par un assureur et tout ça, mais qui sont intéressants et qui amènent un dynamisme là, vraiment dans l'offre de service. Alors, pour conclure,
À mon avis, le Québec doit se donner des ailes, doit donner des moyens, des outils à toutes les personnes intéressées à améliorer le sort des aînés de leurs proches aidants pour finalement qu'on soit en mesure de leur offrir un accompagnement à la hauteur de leurs attentes. Alors, merci beaucoup pour votre attention.